bonjour François Asselineau. Que pensez-vous du premier gouvernement d'Édouard Philippe? Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 mai 2017 et le gouvernement du nouveau Premier ministre Édouard Philippe a été annoncé à l'opinion publique à 15 heures. Alors qu'est-ce que l'on peut dire quelques minutes après, quelques instants après cette nomination dans l'immédiat? Le gouvernement se réunira demain pour la première fois à l'Élysée pour le Conseil des ministres qui se tiendra exceptionnellement un jeudi. Alors, avant de faire une analyse, je voudrais insister sur 4 points qui sont très importants, je crois. Le premier point, c'est que ce gouvernement, il va vivre un mois. Il va vivre un mois jusqu'au deuxième tour des élections législatives qui se déroulent le 11 puis le 18 juin. Donc, le 18 juin au soir à 20h, on aura la composition de la nouvelle Assemblée nationale. Et dans la foulée, le lendemain en général, le Premier ministre présentera sa démission quel que soit le résultat des élections. C'est une tradition républicaine que lorsqu'il y a des élections législatives, le Premier ministre présente sa démission et donc tout son gouvernement tombe en même temps, même si la majorité qu'il défendait obtient la majorité dans la nouvelle Assemblée. Ensuite, le chef de l'État, c'est comme ça dans la Ve République, nomme un nouveau Premier ministre, qui peut être celui qui vient de présenter sa démission d'ailleurs, si la majorité est reconduite, et le président, sur proposition du Premier ministre, nomme un nouveau gouvernement qui peut être très comparable à celui qui vient d'avoir lieu si la majorité a été reconduite. Alors ça, ce premier point est donc important. Il est important de comprendre que le gouvernement tel qu'il vient de nous être présenté n'est là que pour à peu près un mois. Ensuite, eh bien, en fonction du deuxième tour, si les candidats de En Marche obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, comme tout est fait actuellement pour que ce soit le cas, puisque les médias sont entièrement mis au service de En Marche, on a rarement vu ça, une telle dictature médiatique en France depuis des décennies. Donc on a tout l'appareil médiatique, l'appareil d'État qui est mis à la promotion de ce mouvement. J'y reviendrai. Si donc les candidats de En Marche obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, le prochain gouvernement, on l'appellera probablement Philippe II, si j'ose dire, puisque très probablement dans cette configuration, M. Macron renommera comme Premier ministre M. Édouard Philippe, et M. Édouard Philippe renommera à peu près le même gouvernement en changeant quand même quelques personnalités. Voilà, c'est exactement ce qui s'était passé en 1981 avec le premier gouvernement Mauroy et le deuxième gouvernement Mauroy qui avait été donc nommé après les élections législatives de juin 81. Mais naturellement, l'histoire n'est pas écrite et si, par exemple, les candidats de En Marche n'obtiennent pas la majorité à l'Assemblée nationale et qui sont obligés Monsieur Macron est obligé d'avoir recours au soutien, je ne sais pas moi, de qui voudrait bien le soutenir. Par exemple, pourquoi pas les Républicains ou par exemple le Parti socialiste. À ce moment-là, il pourra faire le nouveau gouvernement devra tenir compte du nouvel équilibre politique. Et puis si, autre hypothèse qui n'est pas exclue a priori, même si ça n'est pas forcément ce qui est le plus probable, que par exemple les Républicains obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, bien là, Monsieur Macron se retrouvera en situation de cohabitation. Et donc il sera obligé de choisir un Premier ministre venant des Républicains, par exemple. Voilà. Donc, je voulais le dire en préambule, nous sommes dans une situation qui peut encore évoluer, que le gouvernement qui vient d'être annoncé n'est peut-être pas celui que nous aurons dans un mois et demi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on juge d'un gouvernement, il faut juger, bien entendu, des personnalités, c'est ce que je vais faire dans un instant, qui sont dans le gouvernement, mais il faut juger aussi en fonction d'autres choses. D'abord sur les ministères. On a une tradition en France, c'est peut-être pas forcément la meilleure, en tout cas c'est une tradition, et qui est très différente de ce que l'on trouve dans d'autres démocraties occidentales. Dans d'autres pays, le nombre de ministres et l'intitulé des ministères est fixé par la Constitution. Ça peut exister. En tout cas, est quasiment inamovible. En France, on a une particularité, c'est que le nombre de ministres
et de secrétaires d'État qui sont des espèces de sous-ministres, la différence, entre autres choses, la différence entre un ministre et un secrétaire d'État, c'est que les secrétaires d'État ne participent pas au Conseil des ministres, sauf s'ils y sont convoqués parce qu'il est question d'un sujet les concernant et concernant leur activité. Sinon, ils ne sont pas convoqués lors du Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis normalement, alors qu'un ministre, lui, fait partie de toute façon du Conseil des ministres, quel que soit, même si dans tel Conseil des ministres, il n'y a aucun sujet qui concerne son portefeuille d'activité. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en France, le nombre de ministres et de secrétaires d'État varie à chaque fois. C'est encore le cas, on va le voir. Et l'intitulé même de ces ministères, de ces secrétariats d'État, varie également. Alors le fait que les intitulés varient d'un gouvernement à un autre, le fait que le nombre de ministères varie d'un gouvernement à un autre, a une conséquence qui est importante. C'est que ensuite, un ministre, il se voit attribuer des directions d'administration centrale. Parce qu'on n'est pas ministre comme ça. Pour être ministre, il faut quand même avoir une administration, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont situés dans le ministère qui généralement est à Paris et dans les administrations décentralisées, délocalisées. Donc, par exemple, tous les services extérieurs de l'État, le représentant du ministère de l'Agriculture, par exemple, la préfecture de Saint-Brieuc, qui dépend du ministère de l'Agriculture. Alors, ce qui est donc important à comprendre, c'est que comme on change les intitulés des ministères et le nombre de ministères, il y a ensuite une procédure que le grand public ne connaît pas, mais qui est extrêmement importante, qui est ce qu'on appelle les décrets d'attribution, c'est-à-dire à quel ministre on va attribuer telle administration. Alors ça, c'est très important pour juger de la réalité du ministère qui va avoir lieu. Je vais en parler tout à l'heure sur l'écologie, par exemple. Quel est le portefeuille d'activité qu'il va avoir, puisque c'est un ministère dont le titre est nouveau. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est le nombre de ministères qui changent et les décrets d'attribution. Il y a un troisième point qui est également très important, et qui est la constitution de l'équipe autour du ministre, notamment son cabinet ministériel, et à l'intérieur du cabinet ministériel, le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, il faut le savoir, a la délégation de signature du ministre. C'est-à-dire que c'est lui qui, lorsque le ministre, par exemple, est empêché, s'il est malade ou s'il est à l'étranger, ou s'il est tout simplement pas disponible, c'est le directeur de cabinet qui va signer des arrêtés ministériels, par exemple, au nom de son ministre. Il est donc extrêmement important pour les gens qui connaissent bien les rouages de l'État, c'est quand même mon cas, et j'ai été moi-même dans des cabinets ministériels, j'ai été moi-même directeur de cabinet. Il est donc très important de regarder les personnalités qui vont être là comme directeur de cabinet. Parce qu'il existe, c'est arrivé, ça arrive souvent, que on donne un ministère à une personnalité comme ça, un petit peu médiatique, mais si cette personnalité un peu médiatique qui débat parce qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne, si elle n'a pas l'œil pour avoir le maximum d'administrations sous ses ordres, si elle se laisse plumer les administrations par des décrets d'attribution qui attribuent ces administrations à d'autres ministres, et si elle se laisse imposer un directeur de cabinet qu'elle ne connaît pas et qui en fait est une espèce de père Joseph qui travaille pour le compte du Premier ministre ou du Président de la République, et de facto, il aura très très peu de pouvoir. Donc là, ça c'est le troisième point, avant de juger d'un ministère, quel est le directeur de cabinet. Et puis le quatrième point sur lequel je voulais insister aussi, avant de passer à la revue de ce gouvernement, c'est les questions générales de politique de l'État, et notamment pour ce qui concerne la France, depuis maintenant des années, la question du budget. La question du budget de l'État, avec des restrictions budgétaires sans fin, et M. Macron a été sommé dès le lendemain de son élection, dès le 8 mai. Il a reçu des messages venant notamment de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, entre deux whisky, ne perd quand même pas le nord, et lui a dit qu'il fallait diminuer les dépenses publiques, faire preuve de rigueur, et puis, un malheur n'arrivant jamais seul, M. Moscovici, le commissaire européen français chargé qui est actuellement à la Commission, a envoyé le même type de message. Donc ça veut dire que faut pas s'enflammer. C'est pas parce qu'il y a un nouveau ministère qui vient d'être créé que le ministre va avoir les moyens concrets
de mener une nouvelle politique, puisque le nerf de la guerre étant l'argent, s'il n'a pas du tout d'argent, si on lui pique des fonctionnaires, en fait, il se retrouvera gros gens comme devant, comme on dit, c'est-à-dire il n'aura plus que le ministère du blabla. Voilà, il ne pourra faire que le ministère de la parole. Surtout si, par exemple, le budget qui est dévolu à son ministère correspond à ce que l'on appelle les services votés, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui déjà a été décidé, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires. Voilà. En d'autres termes, à ce moment-là, le ministre se retrouve à peu près dénué de tout. La seule possibilité qu'il a, c'est de faire de bonne figure et risette devant les médias. Ce point ayant été ainsi posé, on va maintenant passer à l'examen de ce nouveau gouvernement. Alors moi, ce nouveau gouvernement, je me rappelle que M. Macron avait dit qu'il y aurait 15 ministres, qu'il y aurait moins de ministres. Alors, déjà, la promesse n'est pas vraiment tenue. Il n'y en a pas 15, il y en a 18. Il y a 3 ministres d'État et il y a 15 ministres. Je signale au passage que ministre d'État, c'est essentiellement une question honorifique. Ça n'a pas beaucoup d'autres conséquences. Par rapport, donc, en fait, il y a 18 ministres. Il n'y en a pas 15. Deuxièmement, M. Macron avait dit qu'il y aurait moitié hommes, moitié femmes. C'est exact. Il y a 9 femmes et 9 hommes parmi ces 18 ministres. Notons que les ministres d'État sont 3 hommes. Et puis, M. Macron a ajouté, enfin, M. Philippe, le Premier ministre, ils ont ajouté 4 secrétaires d'État, ce qui fait 22. Il est intéressant de comparer ça au ministère Valls, par exemple, le ministère de Manuel Valls, Valls 2, qui est le point de comparaison que j'ai à l'esprit. J'ai regardé à l'instant comment ça s'était composé. Il n'y avait pas 18 ministres, il y en avait 16. Il n'y avait pas de ministère d'État. Monsieur Valls devant considérer sans doute que ça risquait de lui faire de l'ombre d'avoir des ministres d'État dont il aurait été flanqué, donc il n'avait pas créé de ministère d'État. Donc M. Valls avait 16 ministres contre 18. Donc il y a plus de ministres avec Édouard Philippe. En revanche, avec Édouard Philippe et Macron, on a 4 secrétaires d'État, alors que du temps de Valls, il y en avait eu, je crois, 17. Ça doit être ça, voilà. 17 secrétaires d'État contre 4. Donc en fait, il y a beaucoup moins de secrétaires d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très probablement, c'est pour faire vite, et très probablement, il y aura, après les élections législatives, comme je le disais tout à l'heure, un nouveau gouvernement, et cette fois-ci, il y aura plus de secrétaires d'État. Donc en fait, il s'agit simplement, probablement, d'une espèce de petit théâtre pour montrer aux Français qu'il va y avoir moins de ministres, mais en fait, c'est simplement pendant un mois. En attendant, ça a une conséquence très concrète qui, moi, m'a un peu surpris. C'est qu'il y a quand même toute une série de sujets qui n'ont pas été traités. Par exemple, il y avait dans les gouvernements précédents un ministère ou un secrétariat d'État qui était chargé de sujets qui ne sont plus traités. Enfin, d'après l'intitulé. Par exemple, la réforme de l'État. Tout ce qui concernait les simplifications administratives. La francophonie. Il y a, allez regarder le ministère Édouard Philippe, il n'y a rien sur la francophonie. Ça plaira à tous les gens qui se battent pour la place du français et à tous nos partenaires de la francophonie. Le message envoyé est particulièrement gratiné. Il n'y a rien sur le commerce extérieur. Il n'y a rien sur le tourisme. Alors que le tourisme, d'abord le commerce extérieur, c'est un sujet où le poids politique est important, notamment sur les très grands contrats à l'étranger, ou les ventes d'armement, des choses où la France est assez forte. Normalement, il faut, comme font tous les autres pays du monde, avoir un ministre du commerce extérieur qui soit là, qui soit très présent pour promouvoir l'industrie française et pour faire des pressions politiques. Là, il n'y en a pas. Le ministère du Tourisme, c'est un ministère quand même. C'est quand même une des principales activités fournisseurs de services en France. Si on y ajoute les hôteliers, les cafetiers, les restaurateurs, les offices de tourisme, tous ceux qui s'y reconnaissent, les musées, les guides, etc. C'est en plus de ça une activité en forte croissance. C'est l'une des seules activités en forte croissance, très pourvoyeuse d'emplois. C'est à peu près 10% du produit intérieur brut français. Il n'y a pas. Il n'y a pas non plus de secrétariat qui s'occupe de la mer ni de la pêche. Donc nos amis, nos compatriotes pêcheurs seront ravis de l'apprendre.
c'est que, a priori, ils ont été oubliés. Il est vrai que la pêche la pêche familiale sera bientôt moribonde, mais c'est un signal assez mauvais qui est quand même envoyé. Il n'y a rien sur les anciens combattants. Il est vrai que les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, ils commencent à les rangs se sont un peu clairsemés à cause de la pyramide des âges, mais il y a encore des anciens combattants d'Indochine ou des anciens combattants d'Afrique du Nord ou de la guerre d'Algérie, sans compter tous ceux qui ont pu, dans des opérations extérieures de l'État, tous les soldats qui ont pu se battre et qui ont le statut d'anciens combattants. Pour eux, il semble-t-il, ils ont été oubliés, puis surtout, on ne voit pas à qui ils vont être rattachés. Sans doute, probablement, au ministère de Madame Sylvie Goulard, ministère des Armées, je reviendrai dans un instant, mais ça pose la question justement, des décrets d'attribution dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a rien qui est prévu pour la famille. Il y a un secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un secrétariat d'État chargé du numérique. Il n'y a pas pour la famille. Là aussi, les familles apprécieront. Il n'y a rien sur le commerce et l'artisanat. Là aussi, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour le tourisme, les bras m'en tombent, parce que le commerce et l'artisanat, c'est quand même le premier pourvoyeur d'emploi en France. C'est comme si c'était, voilà, on a l'impression qu'il n'y en a que pour les grandes entreprises, le commerce et l'artisanat, comme si ça n'existait pas. C'est pourtant une problématique spécifique, donc c'est un manque cruel dans ce gouvernement. Et puis, il n'y a rien non plus sur la fonction publique. Il y a normalement un ministre chargé de la fonction publique, notamment de gérer les millions de fonctionnaires, de gérer leur statut, etc., etc. Normalement, c'est quelqu'un qui est qui a des contacts très réguliers avec les grandes centrales syndicales. Là aussi, on ne sait pas ce qui va devenir. Alors tout ceci, ça veut dire que probablement, j'espère, que tout ceci sera réglé lors du prochain gouvernement dans un mois et demi qui sera annoncé, disons aux alentours du 19, 20 ou 21 juin. Ça dépendra du résultat des élections. Mais je pense, et il faut espérer en tout cas, que ces manques seront comblés. Il n'en demeure pas moins qu'on voit une préférence. On voit une préférence. C'est-à-dire que anciens combattants, famille, commerce et artisanat, francophonie, c'est quand même plutôt des thématiques dans lesquelles se retrouvent plutôt des gens de droite. Plutôt des thématiques de gens qui ont plutôt tendance à voter pour l'UMP, voire pour le Front National. Alors que, on a l'impression donc que ces sujets n'ont pas été jugés importants pour être traités dès le premier gouvernement, alors que l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, ou bien la question du numérique, ça a été jugé suffisamment important pour que dès le premier ministère, il y ait un secrétariat d'État, donc ça témoigne quand même d'une préférence. Ce point ayant été précisé, me paraît important, comment se compose le gouvernement ? Le gouvernement, les médias l'ont dit, parce que là, tout ce que je viens de dire, c'est peu dit, voire pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on conclut les médias de ce gouvernement ? Eh bien, qu'il y a eu une prise de guerre. J'ai entendu la nouvelle formule. Je trouve ça incroyable. Une prise de guerre réalisée par Macron et Édouard Philippe, avec l'embauche, d'une part de Nicolas Hulot, qui est un monsieur dont je parlerai dans un instant, qui a fricoté avec pas mal de cercles politiques depuis au moins une dizaine d'années. Et puis, il a une prise de guerre. C'est notamment Bruno Le Maire, qui devient ministre de l'économie à Bercy, et avec Gérald Darmanin, qui est le ministre du budget. Alors, c'est pas budget, c'est compte public ou je sais pas quoi, mais ça revient à ministre du budget. Qui sont l'un comme l'autre des membres venus des Républicains. En définitive, c'est moins que ce que l'on pouvait attendre. J'ai été interrogé il y a 3 jours chez Radio Tropique par Jean-Jacques Seymour. Je disais que les Républicains risquaient de pâtir de la situation si Édouard Philippe réussissait à faire entrer au gouvernement 4, 5, 6 personnes des Républicains. On avait beaucoup parlé, j'avais même évoqué les noms à l'antenne de Radio Tropique, on avait parlé de Christian Estrosi, on avait parlé
Madame Kosciusko-Morizet, qui paraît-il s'est beaucoup répandue au cours des 48 dernières heures en disant qu'elle allait être quand même ministre ou qu'elle voulait être ministre. On a beaucoup parlé également de Monsieur Apparu. Voilà. Et ben en fait, il est apparu et qui n'apparaissait pas. Et en fait, il n'y a donc que deux dirigeants des Républicains de la mouvance juppéiste qui viennent avec le Premier ministre en personne, il faut l'avouer. Donc ça donne le sentiment que cette ouverture, cette espèce de grand rassemblement œcuménique, etc., n'a pas vraiment eu lieu. Alors est-ce que c'est uniquement pour la campagne législative ou est-ce que c'est durable ? En réalité, je pense que comme tous ces gens sont à peu près sans foi ni loi, je pense que un certain nombre d'élus des Républicains hésitent et attendent de voir le résultat des élections législatives. Voilà, c'est aussi médiocre que cela. D'ailleurs, Monsieur Accoyer des Républicains a annoncé que Monsieur Le Maire et Monsieur Darmanin étaient de toute façon exclus des Républicains, ipso facto dès aujourd'hui. Donc ça donne à réfléchir aux autres. Voilà. Mais attendons de voir la suite, parce que si d'aventure En Marche faisait un score et si les Républicains faisaient un petit score, il n'est pas du tout exclu que ces événements fassent fléchir les pudeurs de certains membres des Républicains, notamment Madame Kosciusko-Morizet, Madame comment s'appelle-t-elle, Monsieur Apparu, Madame Hydrac, dont on avait reparlé, etc., que toutes ces personnalités, en fait, d'un seul coup, gagnent l'affaire. En attendant, ça n'est quand même pas il y a eu une déception par rapport à ce qui était attendu dans l'opinion publique. Enfin, dans l'opinion publique. Une déception par rapport au tremblement de terre politique qui devait avoir lieu. Alors, précisons que dans les personnes qui sont actuellement qui viennent d'entrer au gouvernement, on a l'inénarrable François Bayrou, la girouette de Pau, qui après avoir retourné 75 fois sa veste au cours des 20 dernières années, rentre au gouvernement qu'il avait quitté je ne sais plus quand, ça nous a fait un certain temps, toujours en donnant des leçons de morale aux uns et aux autres. Et puis également Madame de Sarnez, qui est son égérie, qui entre au gouvernement. Et pour la petite histoire, on signalera le poste de ministre de l'Agriculture qui est donné à un membre du Parti radical de gauche. Moi, je ne savais même plus que ça existait, le PRG, et qui est donné à quelqu'un qui est sénateur, qui est venu du Cantal, et qui est pas agriculteur pour un sou, qui est un avocat, un juriste. Ce monsieur, je suppose, à mon avis, ne résistera peut-être pas au gouvernement après un mois de gouvernement. Il est possible qu'il ne soit là que pour assurer un poste de transition, comme l'on dit. C'est ce qui avait eu lieu en 81, par exemple, où il y avait un ministre qui avait été Maurice Faure dans le premier gouvernement Mauroy et qui avait duré un mois. Et puis dans le deuxième gouvernement, il avait disparu. Alors, quelle est la brochette qu'on nous a sortie avec toutes ces considérations préalables? Alors d'abord, il y a donc les ministres d'État. Donc premièrement, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb. Bon, Monsieur Gérard Collomb, c'est le maire de Lyon. C'est quelqu'un qui a usé de toute son influence en tant que maire de Lyon, de la communauté urbaine de Lyon, et de son influence locale pour apporter sur un plateau d'argent des dizaines et des dizaines et des dizaines de parrainages à monsieur Macron, qui n'a pas eu donc besoin d'aller les chercher lui-même, et monsieur Gérard Collomb, qui a fait partie des premiers à rallier le panache gris de monsieur Macron. Bon. Donc il est récompensé en étant le premier ministre dans l'ordre protocolaire, ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Le deuxième ministre d'État, c'est ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est Nicolas Hulot. Alors, notons qu'il est quand même deuxième du gouvernement.
par ordre protocolaire, enfin deuxième après le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire au passage que M. Nicolas Hulot aime les honneurs. Voilà. Obtenir un ministère d'État, ça n'est pas rien. C'est des choses qui se demandent, en général, de haute lutte. M. Nicolas Hulot est à la tête d'un ministère qui n'existait pas auparavant, enfin dont l'intitulé n'existait pas, ministre de la Transition écologique et solidaire. Qu'est-ce que ça va donner ? Je vous ai donné tout à l'heure la grille de lecture. Ministre de la Transition écologique et solidaire, on va voir M. Nicolas Hulot, quel va être son directeur de cabinet. Est-ce qu'il va avoir comme directeur de cabinet quelqu'un qu'il connaît bien depuis des années, qui est un fidèle, un ami, quelqu'un de solide et qui va pouvoir imposer les tentatives de politique qu'il va mener, qu'il va essayer de mener, ou bien est-ce que monsieur Édouard Philippe a imposé d'ores et déjà à monsieur Nicolas Hulot un directeur de cabinet qui en fait sera facialement sous la tutelle de Nicolas Hulot, mais en réalité qui répondra aux demandes pressantes du Premier ministre et du Président de la République. C'est ça que les spécialistes vont regarder à la loupe. Il va falloir regarder également à la loupe quelles sont les administrations qui vont être données à monsieur Hulot. Est-ce que monsieur Hulot va récupérer l'ensemble des attributions qui avaient été données à madame Ségolène Royal, dont d'ailleurs on voit au passage qu'elle a été éconduite comme une malpropre dans ce premier gouvernement. Est-ce qu'il va récupérer toutes ces attributions ou pas ? Il semble déjà que pas, puisque, on le verra tout à l'heure, il y a une dame qui s'appelle madame Elisabeth Borne, qui était la PDG de la RATP, donc des services de métro parisiens, qui a été nommée ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, donc auprès de Nicolas Hulot, chargé des transports. Donc déjà, par rapport à la configuration que pouvait avoir madame Royal, il n'est pas du tout certain qu'il va avoir le même ministère. Il va avoir un ministère sans doute réduit. Et le titre de ministre d'État est fait peut-être pour passer la pilule. Fondamentalement, le problème de Nicolas Hulot va être lequel ? Il va être qu'il n'aura pas d'argent. Je l'ai dit tout à l'heure, les budgets de l'État, non seulement il y a pratiquement plus d'argent en caisse, mais en plus de ça, les orientations fixées par Macron et exigées en fait par la Commission européenne et la Banque centrale européenne, c'est de diminuer les budgets. Donc M. Nicolas Hulot va se retrouver dans un ministère où il y a certaines directions qui lui auront été retirées, probablement, on ne sait pas à qui ça va être donné, ou plus exactement donné à un ministre délégué. Mais il est évident que Madame Borne, qui est la PDG de la RATP, qui est une polytechnicienne, elle est sortie dans le corps des ponts, qui est une très grande professionnelle certainement des transports, enfin je ne la connais pas mais je suppose, elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Alors que M. Nicolas Hulot, à part sauter en parachute au-dessus d'Ushuaïa, il n'a pas des compétences certainement en matière d'économie du monde des transports et connaissances techniques approfondies, il n'a pas les mêmes que celles que peut avoir Madame Borne, qui est placée officiellement sous ses ordres, mais en pratique qui aura certainement une très large autonomie. Donc on va voir quel va être le portefeuille exact que va avoir M. Hulot, en particulier notamment sur les questions énergétiques. Et est-ce que c'est lui qui va hériter des questions énergétiques ? Aujourd'hui même, la Bourse de Paris voyait le titre EDF plonger de 3 à 4% parce que les investisseurs étaient inquiets de l'arrivée de Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'il va dire et faire très exactement sur la question des centrales nucléaires ? Ça touche un autre problème s'agissant de M. Hulot, c'est que il va être confronté à des contraintes énormes, des contraintes techniques, des contraintes financières, des contraintes d'engagement préalables pris auparavant par d'autres du gouvernement, des contraintes internationales, notamment dans le cadre de la COP 21, des contraintes européennes, n'en parlons même pas. Et puis les contraintes, tout simplement, du processus administratif qui existe depuis la nuit des temps, qui est un principe un peu lourd. C'est que les lois, il y a toute une élaboration pour avoir élaboré des nouvelles lois. Ensuite, pour prendre des décrets, il faut avoir la concertation interministérielle qui se déroule au ministère, auprès du Premier ministre, rue de Varennes, lorsque ça touche à des sujets qui concernent différents ministères. Il y a la lourdeur de la gestion administrative de son administration, etc., etc. Donc, comment M. Nicolas Hulot va-t-il faire ? Ça, c'est à mon avis un grand mystère.
À mon avis, je vais peut-être être démenti par les faits, mais à mon avis, ça n'est pas forcément une très bonne idée de nommer quelqu'un comme M. Hulot dans un ministère. C'était une proposition que, paraît-il, Jacques Chirac lui avait faite en 2002. C'est-à-dire il y a 15 ans. Bon. Ça veut dire que M. Nicolas Hulot est quand même très intéressé par la politique depuis une quinzaine d'années. Donc il rôde autour de ça. Donc M. Nicolas Hulot, il va être confronté à la réalité. Et il va donc avoir le choix, à mon avis, entre deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il passe sous les fourches caudines de ce qu'est le travail ingrat d'un ministre, obligé de tenir compte des uns et des autres, des contraintes budgétaires énormes, des contraintes internationales et européennes, des contraintes des autres départements ministériels. Et à ce moment-là, il risque en fait de piaffer, d'impatience et finalement d'apparaître comme ayant été une espèce de réclame, d'affiche comme ça, de star qu'on met sur le devant de la scène mais qui n'a pas de pouvoir réel, au risque de se déconsidérer auprès des Français qui sont intéressés par ce monsieur depuis qu'il a eu cette série télévisée à succès qui s'appelait Ushuaïa. Donc il est possible que M. Nicolas Hulot, finalement, ça fasse un peu pchit et que son ministère soit décevant. Puis il y a une autre hypothèse, c'est l'hypothèse inverse. C'est que M. Hulot ait de la personnalité et qu'il veuille ruer dans les brancards. Et qu'il ne se satisfasse pas des lenteurs administratives, qu'il ne se satisfasse pas des contraintes budgétaires. Il est à prévoir d'ailleurs qu'il va se fracasser avec le ministre du Budget, le jeune Gérald Darmanin. Il est possible qu'il soit furieux des arbitrages qui seront donnés par le Premier ministre. Et donc, au bout du compte, si c'est quelqu'un qui... Je ne le connais pas suffisamment, mais si c'est quelqu'un qui est soupe au lait, si c'est quelqu'un qui se fait en permanence, comment dirais-je, critiquer par la mouvance écologique, eh bien que tout ceci se termine dans un feu d'artifice et qu'il claque la porte dans 6 mois, voilà, ça, en jouant une espèce de scène tragique, là, comme à l'opéra. On me donne pas les moyens, etc. On l'a déjà vu dans la République. Hein. On avait déjà vu ce genre de personnalité. Des personnalités venues de la société civile ou plutôt du monde du showbiz ou du monde des médias. Je me rappelle par exemple le passage éclair du temps de Giscard d'Estaing qu'avait fait le ministère donné à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ça avait duré 1 mois. Enfin, on a des exemples comme ça. Bon, seul l'avenir nous le dira, mais à mon avis, c'est bien audacieux. Pour une équipe quand même de gens jeunes, comme Monsieur Macron qui a 39 ans, Monsieur Hulot, je crois, en a 62. C'est-à-dire que Monsieur Hulot pourrait être le père du président de la République et quasiment aussi le père du Premier ministre. Monsieur Nicolas Hulot a avec lui un certain nombre de personnes qui se reconnaissent en lui. Et qu'est-ce qu'il va faire on ne le sait pas trop, mais à mon avis, c'est un risque d'avoir une personnalité comme ça dans ce gouvernement. Alors, troisième ministère d'État, ministre de la Justice, François Bayrou. Alors, c'est à vérifier, mais d'à ce que j'ai vu, là, il semble que son titre officiel soit ministre d'État, ministre de la Justice. Et donc, il ne porterait pas le titre officiel extrêmement honorifique, en général très demandé, de garde des Sceaux. Garde des Sceaux, c'est pas les sceaux des imbéciles. Quoique, c'est vrai que François Bayrou, il a comment dirais-je, enfin bon, je vais pas faire de mauvais jeu de mots. Mais François Bayrou, donc semble-t-il, ne serait pas le garde des Sceaux. C'est un truc tout à fait honorifique. Garde des Sceaux, ça veut dire quoi? C'est celui qui gardait les sceaux du temps des rois, donc pour signer, pour avoir les documents officiels. Bon, Monsieur Bayrou est dans un ministère qui est très difficile, où il y a un pouvoir qui n'est pas évident à exercer. Monsieur Bayrou, en tout cas, est placé maintenant au pied du mur et il va, à mon avis, c'est une peau de banane qui lui a été donnée. Je pense qu'il est à ce poste de ministre d'État. Il va pouvoir pontifier, comme il excelle pour le faire. Est-ce que ça va aller au-delà? On ne sait pas. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que d'après des indiscrétions insistantes venues d'un peu partout, il semble que M. Bayrou se soit
est indisposé le président de la République nouveau, M. Macron, parce que M. Bayrou considérait, semble-t-il, qu'il allait chaperonner Macron, qu'il allait le prendre sous son aile et lui donner des instructions. Donc déjà, M. Bayrou se voyait Premier ministre. Non, il ne l'est pas. Deuxièmement, il est certes ministre d'État, mais numéro 3 protocolaire. Et il a un poste de ministre de la Justice qui est certainement pas ce qu'il devait ambitionner. Il est très vraisemblable qu'il ambitionnait, s'il n'était pas s'il n'était pas Premier ministre, il devait ambitionner d'être ministre des Affaires étrangères, ce qu'il n'est pas non plus. Le ministère de la Justice, à mon avis, ça ne va pas beaucoup lui plaire. Donc il est assez vraisemblable qu'il va continuer ici ou là, peut-être à déverser tel ou tel morceau de bile en donnant des leçons de morale à tout le monde. Alors voilà pour les ministres d'État, les 3 ministres d'État. Il y a donc ensuite 15 ministres. Par ordre protocolaire arrive en tête Madame Sylvie Goulard, qui est une centriste. Madame Goulard, qui est nommée ministre des Armées. Alors je dirais 2 choses. La première, c'est l'intitulé de ce ministère. Ministre des Armées, ça a un parfum désuet. Ça a été utilisé au XIXe siècle, beaucoup, un peu au XXe siècle, en 1938. Ça avait disparu dans le courant des années 60. C'est en tout cas depuis 1974 qu'on a le ministère de la Défense, ou ministère de la Défense nationale. Ministre de la Défense depuis 1974. Ça fait donc 43 ans que le terme de ministère des Armées avait disparu. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire genre, comme on dit maintenant, en se donnant un genre de modernisation? Je ne le pense pas. Parce que dans le terme de ministère de la Défense, qui découlait des années 60 et qui découlait notamment de la stratégie militaire posée par Charles de Gaulle, c'est-à-dire de la protection, de la sanctuarisation du territoire national par l'arme atomique, la doctrine militaire française, c'est que la France était une puissance qui se défendait face aux agressions internationales, mais la France n'avait plus vocation à avoir une posture agressive. En revanche, ministre des Armées, dans notre histoire, ça correspond pas toujours, mais assez souvent avec des moments où la France envisageait d'être dans une posture agressive, ou en tout cas envisageait qu'il y ait un conflit. Pour ça, je citais notamment au XIXe siècle, ou également en 1938. Le fait d'un seul coup qu'on exhume du passé cet intitulé de ministère de la Défense pour mettre ministre des Armées, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est inconscient? Ça a quand même pour conséquence de donner un parfum que je trouve un peu inquiétant. C'est-à-dire que comme si ce ministère n'était plus seulement chargé de défendre le territoire national, comme s'il était également chargé d'avoir des armées opérationnelles pour intervenir à l'étranger. Or, ceci correspond trop bien à ce qu'a déjà laissé entendre à plusieurs reprises M. Macron, dont on ne l'a pas suffisamment souligné à part moi, mais les gens n'ont pas suffisamment souligné que M. Macron avait encouragé les États-Unis à envoyer des missiles sur la Syrie, que M. Macron a dit qu'il ferait la guerre si nécessaire. Donc voilà un petit signal orange supplémentaire qui vient de s'allumer avec ce nouvel intitulé de ministère des Armées. S'agissant de Madame Goulard, bon, c'est une centriste. Je dirais 2 choses sur elle. C'est une ultra-hyper acharnée européiste. Enfin, c'est elle qui, paraît-il, s'est entremise pour que M. Macron se rende séance tenante quasiment pour aller voir Madame Merkel. En fait, je pense que M. Macron n'avait pas besoin de Mme Goulard pour cela. En tout cas, ça lui a plu de le laisser entendre cela. C'est quand même une députée européenne qui s'exprime très régulièrement dans les médias allemands. Voilà. Enfin, elle est très, 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 très européenne. Et puis, je dirais une petite anecdote, mais qui est quand même assez savoureuse. Je devais débattre avec Mme Goulard dans un débat qui avait été organisé par Louis Dauphren sur Radio Notre-Dame. Je crois que c'était en mai 2010, il me semble, de mémoire. Et donc le journaliste m'avait dit, ben voilà, je vous invite, vous aurez un débat avec Madame Goulard, c'était sur l'avenir de l'Europe. Et puis c'était de la tranche horaire de 7h30 à 8h30 du matin. Et sur Radio Notre-Dame, qui est une radio de la bande FM, qui est quand même assez écoutée, notamment en région parisienne.
Et puis, quand je suis arrivé, donc à 7h15 du matin, monsieur Louis Dauphren, le journaliste, était consterné parce qu'il avait eu un message 15 minutes auparavant de Madame Goulard qui avait dit qu'elle ne participerait pas à ce débat, elle ne voulait pas débattre avec moi parce que, avait-elle dit, je cite ce que m'avait raconté monsieur Louis Dauphren, elle lui avait dit tel quel, j'en ai assez d'avoir un souverainiste ou un eurosceptique, je sais plus ce qu'elle avait dit, qui me marque à la culotte dès que je prends la parole. Je ne veux pas me prononcer sur la culotte de Madame Goulard. En revanche, ce que je trouve notable, c'est que Madame Goulard avait donc pris la poudre d'escampette plutôt que de débattre avec moi à l'antenne de Radio Notre-Dame. Est-ce que c'est ça qui l'a qualifié? Est-ce que c'est cette couardise qui l'a spécialement qualifié pour être notre nouveau ministre des Armées? Je n'en sais rien. Mais il faut quand même savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui est redoutablement eurolâtre et qui est prêt absolument à n'importe quoi pour complaire aux Allemands. Alors, ensuite, dans l'ordre protocolaire, il y a monsieur Le Drian. Alors, monsieur Le Drian, tout le monde pensait qu'il allait être reconduit au ministère de la Défense. Pas du tout, puisque c'est Madame Goulard qui lui prend le ministère de la Défense, rebaptisé ministère des Armées. Il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, dont acte. Je ne suis pas sûr que ça va faire trop plaisir aux gens du Quai d'Orsay d'avoir un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je signale que M. Le Drian est flanqué d'un ministre délégué chargé des Affaires européennes qui n'est rien moins que l'inénarrable Marielle de Sarnez, comme on le verra tout à l'heure. Donc en fait, il sera le ministre des Affaires étrangères. Mais Monsieur Édouard Philippe et M. Macron ont dû trouver que ça faisait chic d'avoir un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Personnellement, même si j'étais européen, je serais un peu interloqué parce que ça donne à penser que l'Europe fait partie des affaires étrangères. Or, nous avons affaire à des gens qui nous expliquent que c'est l'avenir de la France. Il aurait mieux valu avoir un ministère de l'intérieur et de l'Europe. Mais ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a l'impression que ça relègue ça au rang des affaires étrangères. Enfin bon, peu importe sur cet intitulé. Il faut savoir que M. Le Drian sera ministre des Affaires étrangères et que le ministre délégué chargé de l'Europe, qui auparavant était auprès du ministre des Affaires étrangères, eh bien, ça sera Marielle de Sarnez. Ensuite, toujours par ordre protocolaire, il y a le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Richard Ferrand, donc, c'est ce député du Finistère, du Parti Socialiste, qui avait été parmi les premiers soutiens de M. Macron. Ministre de la Cohésion des Territoires, ça veut tout dire et rien dire. C'est peut-être une espèce de clin d'œil à Jean Lassalle, qui passait son temps à parler de l'égalité des chances entre les territoires. En réalité, comme je le disais en préambule de cet entretien, tout va dépendre des décrets d'attribution. Je suppose que l'on va mettre dans ce ministère de la Cohésion des Territoires les questions de décentralisation, de réforme de l'État, de la politique de la ville, de la cohésion territoriale, etc., etc. Enfin, tout ce qui existait, on va en faire une espèce de pot pourri pour Monsieur Ferrand. Est-ce que ça va tenir au-delà d'ailleurs de ce premier gouvernement? On verra ça au mois à partir du 19 ou 20 juin. Puis vient ministre des Solidarités et de la Santé, donc ministre de la Santé. C'est une dame, Madame Agnès Buzyn. Je sais pas si on dit Buzyn ou Buzine. Madame Agnès Buzyn, bon, elle vient de la société civile, comme on dit. J'ai regardé sa biographie. C'est un médecin qui a l'air d'être quand même très compétent dans son domaine. Voilà, moi je signale, comme je ne suis pas systématiquement critique, je signale que l'idée de nommer comme ministre des professionnels qui ne sont pas issus du monde politique, s'est renoué avec un état d'esprit qui était celui du début de la Ve République. Du temps de De Gaulle ou de Pompidou, De Gaulle nommait des ministres qui parfois n'avaient jamais été élus par qui que ce soit. Il les nommait comme des ministres, il estimait que c'était des gens qui devaient être très compétents dans leur domaine, et puis le jeu des partis politiques et des pouvoirs s'exerçant à l'Assemblée nationale. Alors moi, personnellement, je n'ai rien à critiquer de particulier. Je ne sais pas qui est cette dame. Je vois son pédigré. Ça a l'air d'être un médecin très très pointu qui a travaillé et qui a des compétences de gestionnaire. Il faut s'en féliciter. Simplement, c'est comme tout à l'heure pour Nicolas Hulot.
elle va avoir des contraintes budgétaires, sans compter les exigences venues de Bruxelles et du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques qui vont s'imposer à elle avec toute leur dureté. On verra comment elle réagira. Ministre de la Culture, bon, c'est une éditrice, Madame Françoise Nyssen, donc pareil que la précédente, c'est quelqu'un qui inconnu dans le monde politique et qui est une éditrice. Donc, attendons de voir ce ministère de la Culture, d'ailleurs, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, tellement il est perclus en fait de chasse gardée, de réseaux d'influence, etc., etc. Et donc, c'est un ministère qui n'est pas si facile que ça à gérer. Alors vient le morceau de choix, qui est ce que les journalistes appelaient tout à l'heure une prise de guerre, qui est Bruno Le Maire, qui devient ministre de l'économie à Bercy. Dont acte. Je rappelle que le ministère de l'économie n'est plus que l'ombre de ce que ce fut il y a encore une dizaine d'années. Désormais, tous les grands choix économiques sont pris par la Commission européenne à Bruxelles, notamment en fonction de ce rapport sur les grandes orientations des politiques économiques, les GOPE, que j'en ai suffisamment parlé, mais je ne me lasserai jamais d'en parler. Et puis en matière également, en matière monétaire, tout a été, ou presque tout maintenant, est décidé par la Banque centrale européenne à Francfort. J'ajoute que le ministère de l'économie et des finances avait jadis avait également tout un portefeuille d'activités, notamment d'entreprises publiques qu'il gérait. Ces entreprises publiques, elles sont de moins en moins nombreuses puisqu'on va vers une privatisation à marche forcée. Et puis, il y a une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'Agence des participations de l'État, l'APE, qui en fait a quasiment toute latitude, sous l'autorité du ministre, a quasiment toute latitude pour gérer les participations de l'État. Donc le ministère de l'économie n'est plus ce que ce fut. C'est un ministère qui a beaucoup perdu de son poids et de son pouvoir dans l'appareil d'État, sauf pour ce qui concerne le ministère du Budget. Mais il se trouve justement que le ministère du Budget a été donné, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviendrai lorsqu'arrivera son tour protocolaire, à M. Gérald Darmanin, qui est lui-même des Républicains. On notera au passage cette espèce de chose quand même intéressante, c'est que les Républicains héritent, enfin les anciens Républicains, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, héritent des deux ministères, de l'économie et du budget, qui sont les ministères des comptes, des sous. C'est-à-dire les ministères qui vont avoir à se friter avec les autres, qui vont avoir à dire non aux autres, qui vont avoir notamment à s'opposer au ministère dépensier. Et donc c'est sur eux que va retomber également, notamment les résultats bons ou mauvais, malheureusement ils seront certainement mauvais, de l'évolution de l'emploi. Voilà. Donc en fait c'est quand même un peu un cadeau empoisonné, me semble-t-il, qui a été donné à Monsieur le Maire et à son collègue qui sera sous son autorité au budget. Enfin, il ne sera pas vraiment sous son autorité, mais presque. Ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud, donc là aussi une personne qui est sortie de la société civile, comme on dit, qui n'est pas particulièrement connue du grand public. Idem pour le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Jean-Michel Blanquer, qui, à part qu'il est diplômé de Harvard aux États-Unis, a été à la tête d'établissements d'enseignement supérieur comme l'ESSEC, je crois. Et puis il a passé une grande partie de son activité dans le monde de l'enseignement. Donc c'est quelqu'un d'un peu apolitique et qui il faut lui laisser le bénéfice du doute. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Jacques Mézard, donc c'est le sénateur du Cantal que j'évoquais tout à l'heure, qui a l'air d'être quand même pas très au fait des questions agricoles, si ce n'est qu'il est effectivement, il émane d'un département très rural qui est le Cantal, mais pour le reste, sa biographie, telle que j'ai pu la voir en tout cas, ne semble pas spécialement tournée vers l'agriculture. On verra. J'ai déjà noté, je le souligne au passage, qu'il n'est pas question de la pêche dans cet intitulé, donc on ne sait pas les pêcheurs à quel sein ils vont pouvoir se vouer. Je note d'ailleurs que ce monsieur Mézard n'a pas l'air d'être spécialement non plus très compétent en matière européenne. Or Dieu sait si en matière agricole, avoir une bonne connaissance des arcanes de Bruxelles est quand même très important.
Le ministre de l'Action et des Comptes publics, donc, c'est Gérald Darmanin, dont je parlais tout à l'heure. Alors, il n'est pas ministre délégué auprès de Bruno Le Maire, mais il va être ministre du Budget à côté de Bruno Le Maire. Monsieur Darmanin, qui est, paraît-il, l'étoile montante des Républicains, enfin qui était, puisque donc il a été chassé. Monsieur Darmanin, qui vient du Nord et qui a 34 ans et qui exerce ce poste de ministère. C'est pas en fait c'est un nouvel intitulé, mais derrière c'est le ministère du Budget qui est derrière. Donc en fait il va arriver et puis il va être dans un tête-à-tête avec le directeur du Budget, Monsieur Darmanin, et le directeur du Budget va lui dire voilà Monsieur le ministre la situation. Et donc Monsieur Darmanin va voir une administration très compétente, qui est celle du Budget, qui sont des administrateurs qui sont des administrateurs civils et des inspecteurs des finances, qui sont à la direction du Budget, qui comptent parmi les meilleurs jeunes hauts fonctionnaires français, qui connaissent très 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 bien leur dossier et qui ont réponse à tout et qui sont entre le marteau et l'enclume, puisqu'en permanence ils ont affaire à des ministères qui disent il faut plus d'argent parce que le président de la République a dit qu'il fallait plus d'argent pour les handicapés, pour l'éducation, pour les policiers, pour les fonctionnaires, pour les instituteurs, pour les routes et les autoroutes, pour les bâtiments historiques, pour le ministère de la Culture, pour ci, pour ci, pour ci et pour ça. Et puis par ailleurs, le même président de la République, ou le même Premier ministre qui exige qu'on diminue les déficits budgétaires parce que Bruxelles l'exige et qu'on a pris un engagement de baisser en dessous de 3%. Vous avez vu que c'est ce qu'a dit M. Juncker, je le disais tout à l'heure, c'est également ce qu'a dit M. Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui estime qu'il est de son devoir d'indiquer à la France comment elle doit gérer ses comptes publics. Voilà, donc M. Gérald Darmanin, je lui souhaite bien du plaisir quand il va constater qu'il est face à une équation impossible à résoudre et que, en réalité, celui qui commande, c'est Bruxelles. Et c'est la BCE. Et c'est à Bruxelles et à la BCE qu'en définitive, M. Macron donnera la priorité. Donc, M. Gérald Darmanin est bien parti pour se faire très rapidement beaucoup d'ennemis. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est donné à Mme Frédérique Vidal. C'est comme le ministre de l'Éducation, je ne sais pas qui est Mme Vidal, donc je suppose, si j'ai vu sa biographie, c'est quelqu'un qui est issu de la société civile. Alors vient ensuite, toujours par ordre protocolaire, la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin. Alors celle-ci présente une particularité, c'est d'être connue. Enfin, elle est pas connue. C'est pas Beyoncé, mais elle était dans le gouvernement précédent sous la présidence Hollande. Ça veut donc dire qu'il y a dans le gouvernement d'Édouard Philippe 2 anciens ministres du gouvernement du Premier ministre précédent, et dont d'ailleurs on a déjà oublié le nom, et du président Hollande, alors que M. Macron avait dit qu'il n'y aurait aucun ancien ministre du gouvernement précédent. Les deux étant M. Le Drian, qui passe de la défense à l'Europe et aux affaires étrangères, et Mme Girardin, qui est maintenant ministre des Outre-mer. Bon, voilà. Enfin, ministre des Sports, Laura Flessel, donc c'est cette championne olympique de fleuret, qui est pour les sports ce que M. Hulot est pour l'écologie. Donc c'est qu'une dame tout à fait sympathique. Maintenant, elle va se retrouver dans un ministère très 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 encadré. C'est un petit peu une figure de proue médiatique. Voilà. Pour le reste, quel sera son poids, c'est pas nouveau. Ça, c'est dans de très nombreux gouvernements. On a comme ça un sportif ou une sportive qui est là. Il faut espérer en tout cas que Mme Flessel ne dira pas des grosses sottises sur le matière sportive. C'est finalement l'essentiel de ce qu'elle a à faire. Alors que je rappelle qu'il y a eu des exemples antérieurs de ministres qui disaient des énormités dans les gouvernements antérieurs sur la question des sports. Alors voilà pour les ministres. Donc il y a eu les 3 ministres d'État, il y a donc les 15 ministres, puis ensuite viennent donc les ministres, que j'ai intégrés dans les ministres auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, Elisabeth Borne, j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'ancienne PDG de la RATP. C'est ce qui m'a permis de dire que déjà on va retirer à monsieur Nicolas Hulot la question des transports. Donc je pense par exemple aux lignes à grande vitesse là du côté de l'Aquitaine qui font qui troublent beaucoup l'opinion publique et notamment les mouvements écologistes
en Aquitaine. Bon ben là, voilà. Monsieur Hulot va découvrir que c'est pas lui en fait qui est chargé de cette question, même si elle est sous son autorité. Il y a un ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, Marielle de Sarnez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'égérie de monsieur Bayrou. Bon, ben voilà. Alors c'est une ultra-européenne. C'est un petit peu le clone de madame Sylvie Goulard qui hérite du ministère des Armées. Donc avec madame Goulard aux armées et avec madame de Sarnez, ministre chargée des questions européennes, une chose est certaine, c'est que la France va pas taper du poing sur la table lors des réunions à Bruxelles. Ça, il faut pas trop y compter. Au contraire, on n'aura jamais eu au gouvernement français un ministre de la Défense, ministre des Armées et un ministre des questions européennes aussi pro-européens que ces deux ministres-là. Voilà pour les 15 ministres. Restent enfin des secrétaires d'État. Bon, alors, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, c'est Christophe Castaner, qui avait déjà été porte-parole de monsieur Macron pendant la campagne. Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre femmes et hommes, madame Marlène Schiappa, je ne sais pas qui c'est, enfin, il y a sa bio, mais c'est une personne qui n'est pas connue du grand public. Secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, madame Cluzel. Et puis secrétaire d'État chargé du numérique, monsieur Mounir Majoubi. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces secrétariats d'État brillent surtout par leur faible nombre. Et donc il y a toute une série de sujets, et non des moindres, notamment le commerce, l'artisanat, la francophonie, comment dirais-je, la fonction publique, les fonctionnaires, la réforme de l'État, les simplifications administratives, la mer et la pêche, tous ces sujets et d'autres que j'ai cités, ont été pour l'instant oubliés dans ce gouvernement. Alors je terminerai cette longue présentation pour dire que je suis comme tout le monde, je vais voir la suite. C'est un ministère, c'est un gouvernement de transition, je l'ai dit tout à l'heure. Si j'avais un pari à prendre, je dirais qu'en fait, l'ouverture vers les Républicains n'a pas très très bien marché. Tout le pari a été fait en fait, il y a un grand pari qui a été fait, c'est sur Nicolas Hulot. Il s'agit de préparer les élections législatives. Et en fait, il s'agit de faire en sorte que Nicolas Hulot et Laura Flessel, qui sont des personnalités connues du grand public et qui sont appréciés du grand public, c'est vrai, des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, que ça fasse jeune, que ça fasse sympathique, et donc il s'agit en fait d'une campagne législative. Voilà. L'ouverture à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, plus le Premier ministre lui-même, va quand même handicaper, à mon avis, les Républicains, mais peut-être pas tant que ça, puisque j'ai l'impression qu'aux Républicains, ils sont en train en ce moment de serrer les boulons. Et en définitive, il y a quand même deux anciens ministres du gouvernement précédent, et puis il y a quand même un certain nombre de gens qui viennent de la société civile. Voilà pour ce gouvernement. Très probablement, comme je l'ai dit en préambule, en fonction des résultats, si En Marche obtient la majorité, ou bien s'il a des alliés qui se rallient à lui après le 18 juin, très probablement ce gouvernement sera prolongé de la même façon, avec probablement une ou deux personnalités qui s'en iront, une ou deux personnalités qui arriveront au niveau des ministres, et puis surtout, à mon avis, une bonne dizaine de secrétaires d'État supplémentaires et qui seront créés. À ce moment-là, on ne parlera plus de la diminution du nombre de ministères. Et puis, sur moyenne et longue période, monsieur Le Maire, monsieur Darmanin vont appliquer les directives de Bruxelles. En fait, le grand sujet, c'est ce qui va sortir aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire le rapport des grandes orientations des politiques économiques sur lesquelles je reviendrai bientôt lors d'un direct avec les internautes, où l'on commentera ce rapport qui sort dans les heures qui viennent. Un dernier point, on verra ce que donnera la présence de monsieur Hulot. Je me suis déjà exprimé là-dessus. À mon avis, soit il va se soumettre et en fait il va décevoir les gens qui pensaient qu'il allait tout changer, soit il va ruer dans les brancards, et il faut pas exclure qu'il claque la porte du gouvernement à horizon de 6 mois. On verra entre les deux quelle est la solution qu'il préférera. Mais en définitive,
dans la mesure où il n'aura pas d'argent, très très peu de budget, et dans la mesure où les choses sont très difficiles pour gérer ces questions, je crois que ce genre d'opérations très très médiatiques et extrêmement politiciennes peuvent être rémunératrices politiquement à très court terme. Sur la longue période, la moyenne période, on verra ce que ça donnera. Que vous inspirent les premiers pas du président Macron ? Alors, les premiers pas du président Macron, je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai déjà été long sur ce commentaire concernant le gouvernement. Moi, j'ai plusieurs choses à en dire. Premièrement, je suis inquiet de l'évolution médiatique de notre pays. J'ai 59 ans, je crois n'avoir jamais vu, jamais, une telle propagande en faveur d'un nouveau président de la République. C'est du jamais vu. C'est du délire. On atteint une espèce de lavage de cerveau monumental. Il n'est d'ailleurs question que des candidats de En Marche. Ils en ont 428, etc. Le fait que nous, par exemple, nous ayons dépassé les 570 candidats, personne n'en parle. On a envoyé des communiqués de presse, ça n'est repris nulle part. Donc le verrouillage est absolument total pour chanter les louanges de M. Macron. Enfin, on est en train de virer Corée du Nord et c'est plus Kim Jong-un, c'est Kim Jong-Macron, si ça continue comme ça. La deuxième chose, c'est que ces médias sont tellement aux ordres, sont tellement là à promouvoir M. Macron comme si c'était le génie du millénaire, que tout ce qu'il touche se transforme en or, que c'est fabuleux, il n'y a jamais le moindre faux pas. Paraît-il que M. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, est dans un état d'extase, c'est normal d'ailleurs ça rime, Gattaz et extase, devant le nouveau président de la République. Bon. En la réalité, il paraît-il aussi que M. Macron est arrivé à Berlin et que là, ça a été un enthousiasme délirant. Les gens n'en reviennent pas. Et d'un seul coup, Macron est arrivé, tac, sur son cheval blanc, et d'un seul coup, l'Allemagne a décidé de renégocier les traités européens. C'est ce qu'a diffusé la presse française. Je veux dire, pour quelqu'un qui ne regarde pas à la loupe, c'est le sentiment qu'il a eu. J'ai regardé l'article de Libération, par exemple, les articles dans l'Express ou dans Le Point. Il est écrit que la France et l'Allemagne sont d'accord pour renégocier les traités européens. Voilà. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que, M. Macron est un tout petit peu moins maladroit, c'est vrai, que son prédécesseur. Rappelez-vous que Monsieur Hollande, quand il était allé à Berlin, il n'avait pas marché droit. Madame Merkel lui avait donné des coups dans les côtes, etc. Monsieur Hollande était ridicule. Dès qu'il apparaissait quelque part, il était ridicule. Bon. Ce qui n'est pas le cas de Monsieur Macron, qui n'est pas aussi ridicule. Monsieur Macron, il porte beau, il est plus jeune, etc. Il n'a pas les cheveux teintés, du moins on l'espère. En tout cas, ou alors sa teinture est plus discrète. Il a un côté comme ça, un petit peu plus fringant. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même eu des couacs sur lesquels la presse a été quand même très 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 discrète. Le premier couac, ce sont les 6h30 d'attente de nomination officielle de M. Édouard Philippe comme Premier ministre. Ça devait être annoncé, normalement ça aurait dû être annoncé le jour même ou le lendemain de la prise de fonction de M. Macron à l'Élysée. Il a fallu, ça y est, on nous a annoncé que ce serait le lundi, dans la matinée, ça a duré jusqu'à 15h, 15h30, ou 14h30, ou 15h, je ne sais plus. Bon, bref, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Alors, les langues commencent à se délier, et il semble qu'en fait, il y a eu un conflit qui est apparu à la dernière minute. C'est que M. Macron avait exigé de nommer le directeur de cabinet du Premier ministre. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ces questions de directeur de cabinet. C'est que le directeur de cabinet a un rôle extrêmement important, a fortiori le directeur de cabinet du Premier ministre. Dès que le Premier ministre est par Mons et par Vaux, c'est le directeur de cabinet qui peut signer les arrêtés du Premier ministre, les décrets du Premier ministre. C'est donc quelqu'un de très très important. Et c'est quelqu'un qui est la doublure du Premier ministre. Donc M. Macron avait décidé de nommer comme directeur de cabinet de M. Philippe, un de ses proches qu'il avait connu au secrétariat général de l'Élysée. Il faisait une paire. Et puis, comme monsieur Édouard Philippe est membre du Conseil d'État, il a 46 ans, c'est quand même quelqu'un on lui fait pas à lui. Il est sans doute mieux aguerri que monsieur Hulot ou que madame Flessel. Donc lui, il savait très bien que c'était un poste tout à fait stratégique. Donc il y a eu une partie de bras de fer. Il voulait mettre un fidèle à lui, Édouard Philippe, comme directeur de cabinet.
C'est quand même d'ailleurs lui qui a gagné en définitive, parce que, semble-t-il, il avait fait de cette question une question de blocage absolu. Voilà. Donc ça, c'est le premier couac. Ça fait 6h30 d'attente. Le deuxième couac, c'est que lors de la réunion, lors de la cérémonie d'investiture de M. Macron, il y avait un parterre de gens, les corps constitués, comme on dit, qui étaient invités à l'Élysée. Et puis, il y avait Pierre Gattaz du MEDEF, donc qui était là, qui était au premier rang, mais eh bien, il n'y avait pas la Confédération des petites et moyennes entreprises. Voilà. C'est-à-dire le syndicat professionnel des PME a été oublié. Ils n'ont pas été invités. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que les gens ont pensé que c'était une erreur, mais c'est quand même bizarre que ce soit une erreur parce que il y a quand même, à l'Élysée, il y a quand même un service d'archives. Ils doivent avoir la liste, ou bien il y a le service du protocole, en tout cas, au ministère des Affaires étrangères, qui sait très exactement, pour ce genre de cérémonie qui revient tous les 5 ans, qui sait très exactement la liste complète des gens qui ont été invités par les prédécesseurs. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été invité? Et ça prend une tournure qui est d'autant plus de sens lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on constate que dans ce nouveau gouvernement, il y a personne qui s'occupe, qui est chargé officiellement du commerce, de l'artisanat, des PME, des artisans. Je rappelle que, comme le disent les chambres de commerce et d'artisanat, c'est quand même les chambres de métier, et l'artisanat est le premier employeur de France. Est-ce que M. Macron est tellement phagocyté par les milliardaires qui l'ont fait roi, qu'il considère qu'en dehors des entreprises du CAC 40, il y a point de salut? Je ne sais pas. En attendant, ça n'est quand même pas bien, parce qu'il y a des millions de Français qui peuvent se sentir quand même mis de côté par ces questions. Donc ça, c'est le deuxième couac. Le troisième couac, avec justement, qui est confirmé par le gouvernement. Et puis il y a le couac, un autre couac aussi qui est arrivé. C'est pas vraiment un couac, c'est un mensonge. C'est ce voyage qui a été fait à Berlin. La presse française a dit, je le disais tout à l'heure, c'est formidable, Madame Merkel, etc. Et Monsieur Macron sont tombés d'accord, le duo comme ça pour modifier les traités. C'est pas du tout ça. Madame Merkel, effectivement, j'ai regardé très précisément ce qu'elle a dit. Madame Merkel, elle a dit que elle n'excluait pas qu'il y ait une renégociation des traités européens si c'était opportun ou si c'était nécessaire ou si ça se révélait judicieux. Oui, bah avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est pas du tout oui. Ça veut pas dire nous avons décidé de remettre en chantier les traités européens. C'est pas du tout ça. C'est une formule extrêmement diplomatique. Moi, j'ai été au Quai d'Orsay, je sais comment ça marche. Quand vous voulez pas dire non à quelqu'un, vous dites oui. Vous dites oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Monsieur Macron. Je rappelle que je l'avais épinglé lors du débat à 11. Je lui avais dit vous êtes d'accord avec tout le monde. Ben, c'est pareil. Ben, Merkel, elle voulait pas faire de peine, donc elle dit oui, on est tout à fait d'accord pour renégocier les traités européens si ça se révèle nécessaire. Voilà. Ben, comme ça se révélera pas nécessaire à ses yeux. Voilà. L'essentiel, c'était une prise de contact. Il s'agissait de se flairer, vous savez, comme des chiens dans un parc dans un jardin public, qui se rencontrent. Donc, ils se sont reniflés, voilà, pour voir s'ils étaient conformes à ce qu'ils anticipaient l'un de l'autre. Et puis voilà. Il est bien évident que c'est pas la première fois qu'ils se rencontraient pendant 1h30 qu'ils allaient décider de renégocier les traités européens. J'ajoute d'ailleurs au passage, mais combien de fois va-t-il falloir que je le dise, que les traités européens se renégocient à 28, 27 quand le Royaume-Uni sera parti. Et donc les 26 autres, tout ce que pourra dire même Madame Merkel aurait dit, oui, on va rouvrir les traités européens, on va renégocier les traités. Alors, et même Madame Merkel aurait dit ça avec Monsieur Macron, que ça n'aurait pas fait changer d'un iota la position des 26 autres. Et tant qu'il y en a un sur les 28 qui dit non, on ne rouvre pas les traités. Voilà. Alors la presse française a fait preuve en la matière d'un lavage de cerveau scandaleux. D'ailleurs, il suffit d'aller regarder la presse étrangère francophone, notamment en Belgique ou en Suisse. Dans la Tribune de Genève, il y a eu un article très bien fait dans la Tribune de Genève qui expliquait que, en fait, M. Macron n'avait rien obtenu du tout. La veille de son arrivée, il y avait une interview de M. Schäuble, le ministre des Finances, qui avait dit il est hors de question de mutualiser les dettes, par exemple. Les dettes de la BCE. D'ailleurs, M. Macron l'a dit, je n'envisage pas de... C'est le point nodal, c'est le point crucial. Les Allemands, en aucun cas, ne veulent payer pour les autres. Point. Et donc, d'emblée, ils ont dit ça. Et M. Macron l'a tellement
intégré qu'il a dit « Je ne parle pas de ça ». En fait, il avait vaguement évoqué l'hypothèse d'investissement, de programme d'investissement en commun. Mais ça c'est du pipeau. Ça, c'est le plan Juncker. Ça fait 2 ans que ça existe. Ça ne change rien. Donc, en fait, c'est beaucoup de bruit pour rien. Voilà, on a fait de l'amusement. Je voudrais terminer en disant 2 choses, d'ailleurs, sur ces questions d'amusement. Premièrement, c'est que, je l'ai dit et je le répète, c'est aujourd'hui ou demain que va sortir le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. C'est ça, le vrai sujet. Tous les déjeuners, les embrassades, etc., entre Mme Merkel et M. Macron ne changeront rien à cette réalité-là. La réalité, je vais vous en parler dès que ça sera sorti, on examinera ça ensemble. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette histoire de couple franco-allemand, moi, c'est un peu délirant. Les gens qui parlent du couple franco-allemand comme étant le moteur de l'Europe, en fait, je l'ai expliqué dans ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», ça remonte à l'époque de De Gaulle et d'Adenauer, avec notamment le fameux traité franco-allemand de l'Élysée, dont j'ai expliqué dans cette conférence, je vous conseille d'aller la voir, que ce traité a ensuite été vidé de substance par le Bundestag quelques mois après. Mais depuis lors, depuis 1963, il faudrait se mettre un peu au goût du jour. Il y a plus 6 États, il y en a 28. L'Allemagne, ça n'est plus l'Allemagne de l'Ouest coupée en 2, sortant de la période nazie et rasant les murs. C'est désormais un État tout à fait dominant sur la scène européenne, la plus forte économie, réunifiée, et qui est l'allié numéro 1 des États-Unis d'Amérique en Europe. Et par ailleurs, il y a 26 autres États à part la France et l'Allemagne. Et la France perd chaque année un petit peu de son poids. Donc l'idée selon laquelle l'Europe marcherait en fonction du couple franco-allemand est une idée dingue, une idée qui n'existe pas. Voilà, ça n'est pas vrai. L'Allemagne, elle a signé avec les États-Unis d'Amérique le fameux partenariat germano-américain pour le XXIe siècle, le lien, l'accord germano-américain pour le XXIe siècle. C'était M. Schröder, le prédécesseur de Mme Merkel, qui l'avait signé aux États-Unis d'Amérique, et Mme Merkel a contresigné après coup. Das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert. Pour l'Allemagne, le partenaire étranger numéro 1, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la France. Et puis, il suffit tout simplement de faire preuve d'un tout petit peu de jugeote et de bon sens. Imaginez que vous soyez le président du Conseil italien, ou le Premier ministre britannique, tant que le Royaume-Uni est encore dans l'UE, ou le Premier ministre espagnol, ou le Premier ministre polonais. Et je ne parle ici que des principaux des plus importants des pays d'Europe. Mais je ne voudrais pas oublier le Premier ministre néerlandais, portugais, le Premier ministre hongrois, le Premier ministre président roumain, bulgare, finlandais. Voilà. Imaginez, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'à votre avis ils pensent quand ils voient M. Macron arriver à Berlin et dire avec Mme Merkel, nous formons le couple franco-allemand, c'est nous qui, en gros, pilotons l'Europe et nous allons rouvrir les traités européens. Vous croyez qu'ils sont satisfaits? Vous croyez qu'ils se disent, c'est formidable, on est des nuls, on va suivre M. Macron? Je crois, si j'avais un conseil à donner à nos diplomates, et ainsi qu'au président de la République, c'est de se mettre un petit peu au goût du jour. Le couple franco-allemand, ça c'est une rhétorique qui date des années 60, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment marché, mais maintenant c'est terminé. Et à chaque fois qu'un dirigeant français parlera du couple franco-allemand qui pilote l'Europe, il faut savoir qu'il se met à dos 26 autres États. Voilà la réalité de la situation. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec vendredi soir, c'est-à-dire dans 2 jours, un direct où je répondrai à vos questions en direct que vous pourrez me poser sur tous les sujets. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.